Bonjour à tous. Merci de prendre un peu de votre temps dans ces belles journées d'automne qu'on a présentement pour assister à cette petite présentation-là. On va y aller tout de suite parce que c'est un sujet quand même assez complexe et qu'on pourrait s'attarder pendant beaucoup plus longtemps. Je vais essayer de toucher un peu à tout pour ramener quelques notions de base puis quelques paramètres qu'il faut valider avant une des récoltes là, cette année qui va s'avérer une des importantes qu'on a. Comme vous le savez tous, l'ensillage de maïs en 2020, on est toujours en constante évolution là-dessus. Pour les plus vieux, vous vous rappelez sûrement des premiers hybrides de maïs ensilage qu'on récoltait gelés bord en bord parce que ça ne maturait pas. Les avancées technologiques nous ont amené à des hybrides de meilleure qualité. Fait que la place de cette plante-là, cet aliment-là, a vraiment pris un grand essor dans les dernières années dû à l'augmentation des cheptels laitiers. Sur l'ensillage de maïs, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un fourrage comme les autres? Ben non, malheureusement. C'est un type de plante qui est totalement différent, mais qui amène son lot de particularités puis de côtés très spécifiques qu'on va s'attarder un peu. Une des particularités, c'est que ce plan-là, cette récolte-là, est formée de deux parties complètement distinctes, qui est soit le plant de maïs entier puis l'épi de maïs. Puis il faut toujours garder en considération qu'au niveau du rendement en matière sèche, l'épi va compter pour près de 60 %, puis le restant du plant autour de 40 %, tout dépendant du gabarit de plant qu'on a. Puis la partie de grain va compter, quant à elle, à 46 % du rendement total en matière sèche. Une des choses qu'il faut, dans notre planification, la première chose qu'il faut penser, c'est quelle quantité quotidienne qu'on pense servir aux vaches. Si on pense en servir 10 kg TQS par vache par jour, ou si on pense en servir 35 kg, on ne va pas s'enligner de la même manière dans nos choix d'hybrides, dans nos choix de cultivars. On a ciblé 5 objectifs pour le choix des hybrides, tout dépendant de votre stratégie que vous allez adopter. Premièrement, rendement en grain, dû au gros pourcentage du rendement total qui est affecté par ce critère-là. Après ça, on descend, on va au rendement du plant, tout dépendant de la stratégie alimentaire appliquée chez vous, la stabilité de l'hybride, une maturité adéquate, c'est bien certain, tout dépendant de notre position géographique, on va choisir des UTM adaptés à notre zone. Puis après ça, on va aller au niveau de la qualité, de la digestibilité de la fibre, la quantité de fibre, puis la quantité d'amidon et sa digestibilité, elle aussi. Dans notre choix d'hybride, quand on va travailler avec nos conseillers au niveau du végétal, on va y aller tout le temps. Il y a 5 grandes familles. Je vous dirais, tu as toujours les maïs à deux fins qui ont une base de maïs grain. On va essayer de les évaluer plus au niveau de la NDF digestive parce que ça va être un de leurs points qui sont moins sélectionnés là-dessus. Les maïs de type feuillu, maïs ensilage avec beaucoup de feuillage au-dessus de l'épi. Donc, tout ce qui est situé en haut de l'épi, ça représente un niveau de digestibilité de la NDF beaucoup, beaucoup plus haut. Des maïs de type qu'on va appeler farineux, qui sont des maïs avec un épi qui porte des grains. Habituellement, c'est un grain sur 4, qu'il n'y a pas d'amidon vitrifié dessus. Ça, dans nos régions à nous, c'est plus compliqué d'en avoir parce que les parents sont durs à reproduire pour avoir des UTM plus basses. Je sais que nos amis de chez Solio essayent bien fort là-dessus, mais ils éprouvent un petit peu de difficulté à croiser dans ces familles-là. Les feuillus farineux, c'est le mix des deux particularités qu'on vient de mentionner. Et les maïs de type BMR qui sont vraiment à haute unité thermique, de maïs avec un faible pourcentage de lignine, donc beaucoup plus de fibres digestibles au niveau de la récolte. Les passe-partout, le choix d'hybride, tu as le maïs à deux fins, si c'est vraiment un maïs passe-partout. Puis les 4 autres familles, c'est pour ceux qui vont servir de plus grandes quantités de maïs ensilage dans leur troupeau. Ce qu'on commence à voir de plus en plus dans les étapes de nos régions. Bon, là, on est là, tout est fait. On a fait notre plan de culture, tout est prêt pour les semences sont achetées, tout est commandé, le plan alimentaire est établi. On part avec ça. Les semis se font, tout va bien. Une belle période au printemps. Première récolte de foin arrive là, pour l'été 2020. C'est un peu la catastrophe. C'est sec, il n'y a pas de foin. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, c'est ça. Catastrophe, la récolte de foin est beaucoup en deçà des qualités, des quantités habituelles au niveau de la première et de la deuxième coupe. Manque de fourrage à l'horizon, pardon. Pas grave, le maïs est beau. Par contre, le beau plan de match puis le choix d'hybride qu'on a fait l'automne d'avant,
ça ne tient plus la route parce que là, on va peut-être être obligé de soigner 5, 10, 15, des fois le double de maïs ensilage qu'on avait calculé. On va retourner un petit peu à la base parce qu'il y a certains pièges qu'on va essayer d'éviter, vu que là, on est peut-être moins bien positionné qu'on le pensait, dû au fait qu'on va manquer peut-être un petit peu de fourrage au niveau de nos troupeaux. Première des choses qui est à évaluer au moment de la récolte, c'est la maturité. Parce que c'est le facteur le plus déterminant pour évaluer la qualité alimentaire du maïs ensilage. Si on se rappelle les vieux hybrides là, qui étaient à peu près secs de même, comme le charmant monsieur est en train de passer dans le moulin, là. Et c'est pas la grosse qualité qu'on avait à ce moment-là. Important de faire des tests, puis de faire des tests qui sont représentatifs des champs. Là, on voit un producteur qui passe des plants entiers dans le fourrageur pour tester, faire des costeurs. Je sais que dans certaines des coops, dans les bureaux locaux, on a des broyeurs à branches que des fois vos experts conseils peuvent amener chez vous. Si des fois c'est un forfaitaire ou si la fourragère est dans le fond du garage ou peu importe, on peut faire des tests là, plus à petite échelle là, de la même manière. Et si vous êtes équipé de costeurs, tant mieux. Sinon, ben, nous, on est capable de vous aider là-dedans. Il faut toujours garder en tête qu'il faut considérer un effet champ, dans le fond, de l'eau résiduelle qui est mentionné sur la diapositive. Si on obtient un résultat d'exemple 34 % de matière sèche, en vrai, on peut plus s'attendre à un 32 % si on récolterait le champ en entier. C'est ça. La maturité, oui, c'est la maturité du plant, mais aussi on a tout le monde des limitations différentes, que ce soit dû à notre structure d'entreposage. On a des silos hermétiques, des silos en béton, avec vida sur le dessus, des hackbags, des bunkers. Il faut s'adapter à chacune de ces structures-là pour avoir une récolte et une maturité qui est idéale pour avoir la meilleure valeur nutritive possible. On va tomber dans ce qui est niveau de longueur de coupe. Un des points qui est à valider beaucoup, surtout si on prévoit d'en donner une grande quantité ou comme cette année, que la quantité va augmenter dû au fait qu'on va peut-être bien manquer un peu de foin. Longueur de coupe théorique, selon, mettons, les grands sages, les grands livres, maïs ensilage, un fourrageur conventionnel qu'on va appeler une traînée, ils disent d'un quart à 3/8 de pouce. Ça tient-tu encore la route? Maïs avec rouleau craqueur, selon les matières sèches, ça peut donner un certain alignement, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il faut se ramener vraiment, selon notre fonction, de la quantité d'ensilage qui est servie par tête par jour, pardon. Tout dépendant de la quantité qu'on va donner, tout dépendant du type de ration qu'on va avoir, si c'est une ration individuelle, une RTM à un groupe, à plusieurs groupes, une ration de base de robot, il faut vraiment aller adapter notre longueur qu'on va récolter notre ensilage pour fitter dans nos barèmes, pour avoir une ensilage de qualité, puis qui va surtout être plus facile ou plus agréable à travailler avec tout au long de l'année qui va s'en suivre. Fait que si on va au niveau du plateau A, il y a une grosse marge, tout dépendant si c'est une source de fourrage principal, notre maïs ensilage. Puis après ça, les autres plateaux, il y a moins de différence dû au fait que c'est le niveau de fibre du plateau A qu'on va aller valider à ce niveau-là. Il y a un petit piège ici, ces fameux hackbags-là. On en voit de plus en plus pour extensionner des structures d'entreposage, des producteurs qui vont prendre ces hackbags-là en plein hiver, les ressouffler dans le silo. C'est une super méthode pour garder un système s'il est déjà automatisé ou un système extensif ou à courte durée qu'on est entre deux chaises, on ne fait pas de projet, on ne monte pas d'autres silos ou on va au bunker ou peu importe. Ça marche très bien, la conservation est très bonne là-dedans quand c'est bien fait. Seul petit problème, c'est que ces machines-là maganent énormément la fibre. Donc, si on ensile une longueur de coupe théorique qui est déjà limite quand on met en silo ou en bunker ou en mule, puis qu'on se fait un hackbag après, idéalement, si on peut, c'est de rallonger la longueur de coupe parce que la machine, que ça c'est une ou l'autre des manufacturiers, ça va énormément maganer notre fibre. Fait que quand on le remet dans le silo en plein hiver, là, on va se demander des fois pourquoi on a des dépréciations de tests de gras ou des vaches qui vont tendre un petit peu à avoir des problèmes digestifs, ben on a peut-être bien une piste de solution à ce niveau-là. Fait que c'est à faire très attention pour ce type de machine-là. Conditionnement, on a entre parenthèses l'ICM, c'est l'indice de conditionnement de l'ensilage de maïs. Un autre point à valider, un des points qui est souvent
considéré le plus facilement ajustable, mais qui est fait le moins souvent de la bonne manière. Parce que ça c'est peu importe les rouleaux craquants conventionnels, la technologie de Shred Ledge ou le Kernel Star, il faut valider ce conditionnement-là parce que c'est ça qui va faire en sorte que tout l'amidon, tout le grain qu'on va récolter va être disponible et digestible pour la vache pour avoir une ensilage de meilleure qualité. Il faut qu'on aille, mettons, le meilleur des résultats, c'est au-dessus de 95% des grains qui vont être touchés, puis 100% de la rafle qui a été touchée, qui a été éclatée. Si on veut évaluer de façon visuelle, là, ça donne au bout les deux schémas, les deux images que ça devrait représenter là, pour qu'on ait un processus de conditionnement qui est idéal. Deux méthodes d'évaluation de l'ICEM à mitaine, simple et rapide. On prend 1 litre d'ensilage de maïs, on sépare les grains, on compte les grains qui ne sont pas séparés en deux. Si on a un résultat en bas de 4 grains, on est correct. Sinon, on a un problème d'ajustement. C'est-tu au niveau que notre grain est trop souple, au niveau de la maturité, on est-tu trop en avant de notre temps pour la récolte, ou on a un problème d'ajustement de machine, de distanciation des rouleaux, ou d'usure de rouleaux, si ça arrive. C'est pas éternel, ces rouleaux-là. Ou le KPS, l'ICEM, c'est les termes en anglais. On prend une analyse qui est représentative le plus possible. On envoie ça au labo en spécifiant un test d'ICEM. Puis on a un retour en temps normal, 48 heures. Cette année, je ne peux pas vous dire à cause de notre fameux COVID. Comme tout le monde, on souffre un peu de ça, mais en temps normal, c'est quand même assez rapide pour permettre d'évaluer un traitement du grain si c'est adéquat ou non. C'est le même principe, c'est un peu des images de ça de l'ICEM. C'est le même principe qu'un Penn State pour ceux qui l'ont déjà vu, mais au niveau des grains. Puis les résultats sont exprimés en pourcentage dans le fond d'amidon qui passe 4,75 mm. Si on est en haut de 70%, on est dans un niveau excellent. 70 à 50, c'est adéquat. Puis en bas de 50, ben, c'est mauvais. Facteur influençant digestible d'amidon, oui, on a parlé de conditionnement. Le pourcentage d'humidité, j'ai mentionné. C'est ceux qui sont en récolte très humides, des fois comme des bunkers, des meules, question de compaction. Un petit peu plus compliqué d'avoir une gestion de l'amidon qui est vraiment optimale. Temps de fermentation, grosseur des particules, l'ICEM encore une fois. Pourcentage de vitrosité, ça va vraiment dépendre du type de grain et du type d'hybride. Comme j'ai dit tantôt, pour les maïs de type farineux ou vraiment les types corneux de grains qui ont plus d'amidon poudreux, qu'on va dire, vont avoir une meilleure gestion de l'amidon sur les analyses qu'on va avoir. L'environnement de croissance du plein, ça ne veut pas dire que si on sème toute la même hybride, on va avoir les mêmes résultats. Ça, vous êtes déjà au courant de ça. Hauteur de fauche. Cette année, ça risque d'être un piège pour certains. Si certains ont beaucoup de foin, ce qui c'est quand même assez rare de ce qu'on peut remarquer dans nos territoires, mais d'un coup que le maïs c'est beau, il y a certains qui peuvent avoir envie de faucher plus haut. Ça peut amener des avantages, mais ça peut amener aussi beaucoup d'inconvénients. Là, on va commencer par ce qui est au niveau de la fausse basse, ce qui risque cette année, d'après moi, d'être plus favorisé dû au manque de volume, peut-être un peu. Puis aussi, on va venir essayer de sécuriser une partie de tête-banque de nos choix d'hybrides qu'on a fait. Si on a pris un hybride qui était destiné à être alimenté autour de 15 à 20 kg ou maximum 25 kg, qui va déposer beaucoup plus d'amidon, qui va avoir moins de fibres, on va avoir tendance peut-être à descendre ou à essayer du moins de descendre un peu la hauteur de fauche pour diluer cette partie d'amidon-là. Si on veut garder un mix en slash qui se travaille bien et qui n'est pas trop riche si on est obligé d'en donner des grandes quantités, des 25, 30, 35, 40 kilos, mettons. Il y a des risques à ça. C'est sûr qu'il y a une contamination possible par de la terre si on va chercher vraiment très près du sol. Les mauvaises herbes, ramasser des feuilles sèches en période plus tardive à l'automne, ça peut amener quelques petites contaminations. Il y a plus de volume, mais il y a une certaine baisse de digestibilité qui est associée à ça. Si on fauche haut, moins de volume, concentration d'amidon, hausse de la digestibilité parce que le pied du plein est toujours plus lignifié. Tout ce qui est en bas de l'épi est toujours plus lignifié, donc beaucoup moins digestible pour nos animaux. Ça, c'est une étude qui avait été faite en France en 2016, qui ont testé une différence de 16 pouces de hauteur de fauche. Ça donne un peu une idée, dans le fond, 3% plus sec de matière sèche. Ils ont perdu 1,4 tonne de matière sèche à l'hectare. Ça a concentré l'amidon de 3% de plus.
et ça diminue la fibre de 2,5 d'NDF. Fait que tout dépendant ça, de la quantité qui était prévue ou qui va être servie réellement, ça peut être un enjeu sur vos fermes à valider avant d'embarquer dans les récoltes de 2020 pour ce qui est du maïs en silage. Là, on l'a tout ramassé, on s'apprête à le ramasser, on l'amène au silo, au bunker, au hackbag. Au prix que le foin est cette année ou que les ensilages valent, la moindre des choses, ça serait de le traiter avec un inoculant pour maintenir notre produit, notre fourrage dans ses meilleures conditions possibles, pour faire baisser le pH le plus rapidement, d'utiliser un inoculant pour se maintenir notre stabilité et avoir moins de pertes par le travail des bactéries, de la matière sèche. On va ressortir le plus de tonnes possible que ce qu'on a mis en entreposage au courant de l'hiver. Puis le deuxième objectif d'un inoculant, c'est bien certain, dépendant de la structure qu'on a, si on a des enjeux de reprise, des fois, c'est de maintenir une stabilité en présence d'air, en aérobie. Là, c'est de choisir d'y aller soit au lieu d'y aller avec, mettons, de l'Enersil Gold, qui travaille très bien pour quand on a une bonne quantité, une bonne reprise journalière, d'y aller avec l'Enersil Duo qui contient une bactérie de type Buchneri, qui peut être utilisée, que ça s'aille dans des fois des troupeaux qui ont des silos un peu grands pour les besoins qu'ils ont, ou les périodes estivales, ou les meules, ou les bunkers. Ça peut être de quoi envisager, là, de changer un peu notre stratégie ou de couper, de calculer la quantité qui va être alimentée durant la période froide, puis de traiter la base du silo avec une bactérie de type Buchneri si on croit ou si on veut éliminer le plus de chances d'avoir des problèmes de chauffage à l'été suivant. Sur les acides organiques, dans le fond, tout ce qui est acide propionique, pour ne pas le nommer solution foin, c'est des produits inhibiteurs de moisissure et de levure. Dans le fond, on va traiter la plupart du temps les parties supérieures de silo. On va calculer selon une charte, selon vos besoins, selon votre consommation d'ensilage pour, je dirais, de 4 à 6 semaines idéalement. Puis voir comment on va traiter. D'habitude, c'est entre 4 et 5 litres à la tonne dans les parties supérieures de silo pour une période de 4 à 6 semaines, dépendant si on ferme le silo ou si on le consomme immédiatement. Ça prévient, ça réduit l'effet de chauffage. C'est disponible sous forme liquide et solide à différentes concentrations là, pour fitter selon vos besoins et vos installations. Topsil, solution foin, puis le MicroProp NC42 qui est le format poudre. La densité, ceux qui ont des silos vont dire que c'est plus ou moins important. Oui, en partie. La gravité va faire une grosse partie du travail, mais ça a un gros lien avec le taux de matière sèche puis la longueur de coupe. Puis à ce temps, on voit de plus en plus de gros silos, des 22, des 24, des 26 pieds de diamètre. On ne peut pas aller à des matières sèches vraiment qu'on va prendre dans un silo de 18 pieds ou 20 pieds puis qu'on va s'assurer d'une compaction. Fait qu'il faut quand même assurer d'avoir une bonne densité dans toute notre structure, que ça soit une meule ou un bunker. On peut compacter avec n'importe quelle des machines qu'il y a là. Ça c'est, OK, peut-être bien le cheval, on exagère un peu, là. Mais on pourrait compacter autant avec le gros Christy de boule comme le petit tracteur en haut. Il faut juste prendre en considération que dans une meule ou un bunker, ce qui va dicter la vitesse du chantier, c'est le poids de la machinerie qui va être présent au bunker ou au chantier d'entreposage. Puis après ça, là, les opérateurs sont de faire attention aux épaisseurs des couches. Puis le temps de compaction, c'est pas on compacte 5 minutes par boîte puis on attend la prochaine, c'est tout le temps sans arrêt. Puis la règle du pouce pour une charte de compaction, s'il rentre, j'invente 100 tonnes TQS à l'heure d'ensilage de maïs à 35% de matière sèche, ça veut dire qu'il rentre 35 tonnes de matière sèche d'ensilage. La règle, ça prend de 0,7 à 1 tonne de matière sèche de tracteur ou de machine pour compacter l'équivalent. Fait que, puis il rentre 100 tonnes dans une heure, fait que les 28 tonnes que ça prend pour compacter, c'est 28 tonnes à l'heure tout le temps sans arrêt. Ça, on a parlé tantôt, le niveau de densité dans les silos autour. Fait que où il y a beaucoup de présence d'air, c'est ça là qu'on a beaucoup de pertes et qu'on va avoir le plus de chances d'avoir de la perte de qualité nutritive aussi. C'est ça je parlais tantôt de traiter les tops de silos avec des acides organiques. Les hackbags, ça, c'est tout dépendant. Les moyennes de compaction qu'on va souhaiter, c'est du 12 livres au pied cube.
peu importe le diamètre de la machine. Mais ça, le succès de ça va dépendre de l'uniformité du déchargement puis de l'humidité qu'on va récolter. Parce que si c'est trop humide, ça ne monte pas. Fait qu'il faut essayer de trouver un bon target puis d'avoir une vitesse qui est constante parce que là, on voit que le sac de cette photo-là est vraiment égal. Des fois, on voit des sacs avec des bosses ou des trous. Dès qu'il y a une bosse, on a une perte. Souvent, c'est quelqu'un a une boîte qui est différente des autres ou c'est pas le même gars qui décharge la même fille. Ça va plus vite ou moins vite. Fait que là, ça crée comme une espèce de bouchon ou un affaissement. Puis là, on va avoir des pertes un petit peu à ce niveau-là. Compaction faible, ça, pour les gens en bunker, on a tous déjà vu ça. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous avez des silos que vous ne l'avez pas. C'est juste que malheureusement ou heureusement, vous ne le voyez pas. Fait que, parce qu'il y a de la perte aussi à ce niveau-là, si c'est mal fait, on va se dire. Si la gestion de la fermeture et que l'humidité n'est pas adéquate ou les longueurs de coupe ne sont pas optimisées pour votre structure. Ça, c'est une conservation. On voit le placement des tapis, puis des toiles barrées d'oxygène, puis des boudins de gravel, puis tout sur des bunkers. Vraiment faire un bon overlap par-dessus les murs pour être sûr de créer comme une gouttière pour que l'eau s'en aille. Puis où ça, c'est des meules qui tombent. Non, ça, c'est un bunker dentaire, si je me rappelle bien. Pour être sûr que l'eau s'en aille puis ne rentre pas entre le mur et l'ensilage. C'est tout le temps là que l'eau va s'infiltrer le port du temps pour assurer d'avoir la meilleure qualité possible. Ça, on voit que quand c'est bien fait, il n'y a pas trop de pertes, même qu'il n'y a quasiment pas de pertes à ce niveau-là, sur ce chantier-là qui avait été fait. Là, c'est ça, on voit les zones à protéger. C'est vraiment les côtés et le dessus. Certains vont mettre des toiles sur le côté, d'autres non, mais tout dépendant de la facilité ou de l'installation que vous avez, il y a moyen de protéger ça. Puis ça aussi, dans un bunker, on a tout le temps, des fois on a tendance à négliger ça, mais barre d'oxygène puis acide propionique, dans le dernier 18 pouces, on va venir conserver beaucoup de matière sèche, beaucoup de tonnes d'ensilage que vous avez payé pour semer, que vous avez payé pour ensiler. Fait que c'est plate d'en acheter 6 pouces à la grandeur de bunker de 25 par 200. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Puis dans le bas, dans le restant de la messe, un inoculant qui va travailler, tout dépendant si le bunker est trop gros ou qu'on avance assez vite, soit une bouche-nérée ou un inoculant homolactique standard. Même concept pour un silo vertical que je vous propose là. Les meules, même chose, même affaire, étanchéité, très important au niveau du sol. L'enjeu de l'eau est moins important parce que la forme fait que l'eau s'écoule de chaque côté. Puis il n'y a pas de formation de glace comme dans les gouttières qui peuvent endommager la toile puis causer des infiltrations d'eau. Hackbag, ça comme je vous ai montré, la fermeture du bout, de fermer ça de la façon la plus étanche possible. Puis de s'assurer d'une vitesse de déchargement puis d'un étirement du plastique qui est adéquat. Et le facteur le plus important pour la résistance des sacs, c'est le taux d'humidité. On a tous déjà vu sur Facebook où un voisin qui a un sac qui a éventré ou qui a écrasé parce que c'était trop humide puis que ça finit que le stock dedans plus à trop de l'ensilage. Fait qu'on essaye d'être vigilant à ce niveau-là. Ça, pour ceux qui ont déjà utilisé des plastiques tubes pour les balles rondes, c'est le même principe. Les gaz de fermentation vont faire gonfler le sac. C'est important de procéder au dégazage du sac pour éviter que ça fende, que ça déchire d'un bout à l'autre. Fait que ça aussi, on a déjà vu des mauvaises histoires. Là, au niveau des rations à haute teneur en maïs en silage, ce qui est à surveiller, c'est vraiment la structure de la RTM. Ça c'est, comme j'ai dit tantôt, un RTM de base pour un robot, RTM One Group, un RTM à différents groupes. Il faut s'assurer d'avoir un niveau de griffure suffisant. Quand je parlais de longueur de coupe, des fois, une question de structure ou une question de machine, on n'est pas capable d'atteindre les longueurs de coupe qu'on veut ou qui sont adéquates. On essaye d'avoir une structure qui va quand même amener de la griffure au niveau du rumen pour garder notre rumen en santé et nos vaches en santé. Si on met de la paille, il faut s'assurer d'avoir un bon conditionnement. Puis surtout que ça a peu de valeur alimentaire, c'est très peu digestible. Puis cette année, la paille qu'on a vue se faire récolter au champ, malheureusement, pour celle que j'ai vue, c'est pas la top qualité. Je suis peut-être bien que je me trompe, j'ai pas tout vu vos récoltes, mais c'était pas vraiment la plus belle que j'ai vue que s'est faite cette année. Donc, tout ça apportait vraiment une attention particulière au niveau de la longueur de hachage, de la qualité de vos ensilages de maïs,
La paille, c'est pas un mauvais aliment, c'est juste qu'il faut le travailler d'une façon bien particulière parce que ça peut amener autant de problèmes qu'un en régler. Puis, comme j'ai parlé tantôt du CM, j'ai oublié de vous mentionner, bien sûr, vous le savez déjà, la qualité du maïs en silage évolue tout au long de l'année, tout au long de l'entreposage. On va atteindre les optimums de digestibilité autour de 180 jours d'entreposage. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de reprendre des analyses assez fréquemment pour valider ça, voir où est-ce qu'on en est rendu. Parce que des fois, quand on soigne à l'automne, puis rendu au mois de juin, on a changé de type de maïs, on a augmenté de 7 à 8-10% de digestibilité. Les vaches nous le font peut-être bien pas tant savoir, mais on a peut-être bien un peu de gaspillage de l'amidon ou d'ajout de maïs qui est superflu à ce niveau-là. En conclusion, je suis allé vite un peu, je voulais pas trop dépasser mes minutes que j'avais d'allouer. Ce qui est important, la maturité et matière sèche sont les deux facteurs à surveiller lors de la récolte. Comme je vous ai dit, on peut vous accompagner là-dedans, que ça soit les gènes ruminants, les gènes végétales. On a les outils, puis on a l'expertise pour vous aider à déterminer le meilleur moment de la récolte selon vos besoins. Choisir un hybride qui vous convient. Si on aurait une boule de cristal, tout le monde, on serait peut-être bien pas face à des situations comme qu'on risque d'avoir cet automne dû au début de saison estivale puis les récoltes de fourrage qui a été moyen. C'est à valider de ne pas avoir peur de demander de conseils à vos gens d'animal. Moi, je sais que personnellement, j'accompagne mes collègues quand on a des clients communs ou des clients ont des questions côté nutritivement parlant. Puis les types d'hybrides qu'on va avoir selon les types de rations que vous avez chez vous. Les performances laitières vont être influencées par les ajustements de la fourragère, que ça c'est la longueur de coupe, puis beaucoup l'ajustement des rouleaux craqueurs. Traiter l'ensilage, c'est un incontournable, surtout au prix que les tonnes de fourrage coûtent. L'investissement que ça représente, c'est pas long à rentabiliser. Pour ceux qui ont dû acheter des fourrages, des fois, ça remet les choses en perspective. Là. Si on est capable de traiter, puis au lieu de perdre un 10-12% de stock à l'entreposage, on tombe à 8 ou à 6. Ce pourcentage-là va payer amplement le coût de traitement que ça s'aille à l'acide pour les dessus de silo, au bunker, et les conservateurs dans le restant de la masse. Moins d'air, plus d'argent pour ceux en meule ou en bunker ou les hackbags. Même chose, plus qu'il y a d'air, plus qu'il y a longtemps que les bactéries travaillent pour faire la stabilité aérobique, puis plus longtemps qu'ils mangent de la matière sèche, mangent des sucres. Fait qu'on vient diminuer notre qualité nutritive de notre fourrage. Puis, on peut-tu se permettre après ça d'avoir une mauvaise reprise, que ça soit, peu importe la méthode? La réponse est non. On ne peut pas avoir l'opportunité de gaspiller après avoir tout fait ça. Puis là, ça, on va avoir une petite vidéo d'un ajustement d'une fourragère automotrice, désolé, qui a été faite par un confrère de la région du Kamouraska. Bonjour, je m'appelle Laurier Massé de la ferme Massé 2002 à Mont-Carmel dans le comté de Kamouraska. J'ai une ferme laitière que j'ai acquis complètement en 2002 de mes parents. J'ai 250 acres en culture environ et un peu de boisé. Je suis rendu à peu près à 70% de maïs sur mes terres en culture et le restant pour les besoins des animaux. Et le restant, c'est pour le foin standard, le fourrage standard. Et l'an prochain, nous allons implanter à peu près 15 hectares d'herbes de Soudan parce qu'on essaie de trouver des solutions à cause des sécheresses qu'il y a depuis quelques années. Là, on est tout le temps limite dans le fourrage et c'est ça pour nourrir les animaux sur la ferme laitière. J'ai environ 120 têtes au total là, avec les sujets de remplacement. Je me suis acheté une fourragère automotrice l'an passé. C'est sûr que c'est une grosse machine peut-être pour la grosseur de la ferme, il y en a qui diront. Mais moi, j'ai pris la décision étant donné que j'avais pas trop grande terre. J'ai 4 silos. Maintenant, j'ai 3 silos que je remplis de maïs et un de fourrage de foin. Donc, ça ne me tentait pas d'être obligé de faire venir un forfaitaire pour remplir 3 silos. Et je voyais avec les sécheresses qui semaient de plus en plus de maïs. J'ai vu que la porte était comme un peu ouverte. J'ai dit, je vais peut-être être capable de faire du forfait.
Puis je pense que j'ai fait le bon move parce que la première année, ça se trouve être l'an passé, j'ai eu déjà beaucoup de clients. Cette année, je me suis rempli, j'en prends pas d'autres. Donc, je fais mon maïs et j'en fais ailleurs, puis j'en ai en masse, là. Donc, c'est ça. Puis je me voyais pas faire autant de maïs avec ma fourragère en arrière du tracteur comme j'avais avant. Puis je voulais une machine je voulais pouvoir semer mes champs au complet. Plein champ, comme on dit, vu qu'une automotrice, c'est pas un problème, là. Donc, c'est une des raisons majeures que j'ai opté pour cette option. C'est sûr que je fais mon foin aussi avec ça, mais le foin, c'est comme rendu un peu... la première coupe, ça prend une journée, puis surtout qu'il n'y a pas de foin, et puis la deuxième coupe, ça prend une journée aussi, là. Avec cette machine-là, c'est rapide, puis c'est ça. Les choses que j'apprécie le plus, qu'on peut dire, des choses que j'aime bien de la machine, ben c'est sûr que c'est fort, c'est efficace, c'est rapide, mais surtout que tous les ajustements qui sont faciles à faire au bout des doigts. Exemple, hauteur de coupe pour le maïs, on s'ajuste dans la cabine, on a plusieurs positions qu'on peut s'ajuster, 12 pouces, 18 pouces. On paye sur un piton, comme on dit, puis ça s'ajuste à la bonne hauteur. Après ça, l'ajustement des rouleaux craqueurs pour le maïs, ça se fait tout au bout des doigts dans la cabine. L'ajustement de la longueur de coupe. Puis les gens que je vais faire du forfait apprécient vraiment beaucoup cette caractéristique-là de cette machine-là. Des fois, on commence la journée, c'est ajusté correct. On arrive en fin de journée, on a un autre champ, le maïs est plus mûr, ou bien là, il faut resserrer un petit peu les rouleaux craqueurs. Le client voit tout de suite, il vient me le dire, puis la boîte d'après, instantanément, on le fait, puis c'est correct, là. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de la machine, là. Bonjour, mon nom est Jacques Rivard, représentant d'Aventis Machinerie New Holland, garage de la Pocatière. Laissez-moi vous présenter quelques caractéristiques de nos machines, bien sûr. À propos de la FR, bien sûr, des caractéristiques importantes, dont le huilage et le graissage automatique qui permet à l'utilisateur à ce moment-là de rouler en confiance quand il sait que ses instruments vont être graissés et huilés automatiquement. Comme Laurier vous a mentionné tantôt, l'effet des rouleaux craqueurs pour les ajuster à ce moment-là se fait à l'intérieur de la machine, donc pas besoin de sortir les rouleaux craqueurs. On sauve pratiquement une demi-heure de temps d'ajustement. Également, le fait d'avoir des couteaux en position 2x10, 2x12 ou 2x8, bien, ça réduit également le temps d'aiguisage des couteaux de beaucoup. Alors, c'est des caractéristiques importantes. Le fait également que la bûche est pleine longueur au lieu d'être entonnoir, ça amène une performance pratiquement inégalée au niveau des fourragères. Également, le moteur qui est FPT, nos moteurs bien reconnus pour leur éco-énergie. Vous êtes à même de constater que sur cette FR, on a un nez à maïs de 6 rangs, mais il se fait dans l'option également 6 rangs, 8 rangs, 10 rangs et 12 rangs, selon bien sûr la capacité des moteurs. Finalement aussi, nos fameuses cabines, qui est une réputation reconnue chez New Holland, bien c'est sûr qu'au niveau des fourragères, la visibilité est importante. C'est une machine qui est imposante, il faut voir de tous les côtés, de tous les bords. À ce moment-là, la cabine et la visibilité est extraordinaire. Également, tout ce qui est manette au niveau de la machine est à portée du client pour éventuellement, bien, comme je vous disais, c'est une machine qui est grosse, qui est imposante. À ce moment-là, il faut avoir les réflexes aiguisés, il faut avoir les bonnes manettes aux bons endroits. Elle est équipée parfaitement à ce niveau-là. Donc, on parle efficacité, meilleur rendement, rentabilité et moins de coûts possible. Bonjour, je m'appelle Charles Carpentier, je suis mécanicien agricole chez New Holland Aventis à Saint-Narcisse. On est présentement dans l'entrepôt avec une FP240 avec un rouleau craqueur. On va montrer comment ajuster la hauteur des rouleaux, la longueur de coupe, comment aiguiser les couteaux puis comment ajuster les couteaux. Donc, allons-y. Avant d'ajuster la longueur de coupe, on va essayer d'ajuster les couteaux comme du monde, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble une barre de coupe qui est usée. Donc, on peut voir ici une barre de coupe qui manque des morceaux, puis les coins sont plus carrés.
Ça, présentement, ici, ça va nous causer des problèmes sur la qualité de notre coupe, puis la longueur aussi va être affectée par ça. Puis les couteaux, si on peut voir, ici, les couteaux, ils vont être cochés un peu. Comme ici, là, on voit qu'ils sont sûrement pas bien ajustés à cause, justement, de l'usure prématurée qu'on a ici sur le côté. Puis on peut voir en arrière de nos bottes qu'on a encore de la place pour pouvoir descendre nos couteaux. Donc, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire éventuellement. On ne le fera pas dans cette vidéo-là, mais ça serait un ajustement possible. Donc, pour la longueur des couteaux, on a plusieurs manières, on a plusieurs hauteurs disponibles. Si on regarde ici sur la charte, présentement, on a le sprocket 12, donc avec 12 couteaux en plus. Donc, on va couper à 3,16 de longueur, puis on peut se rendre jusqu'à 7,8 de longueur. On va vérifier ça ici. Présentement, on a la plus petite guire. On est sur la plus petite. Donc la 12 dents. Si on regarde la deuxième, on a une 19 ici, une 26 et une 30. Donc pour la remplacer, on a notre ajustement ici qu'on vient slacker. On peut enlever notre chaîne. On enlève la clip ici. En sortant la guire de là, on peut la remplacer avec nos autres guires de remplacement qui sont ici pour pouvoir jouer avec notre longueur de couteau. Donc encore pour la longueur des couteaux. Quand on parle de 8 couteaux ou 12 couteaux ou 6 couteaux, ça fonctionne vraiment d'enlever complètement un couteau qui est ici. À 8 couteaux, ce qu'on fait, on enlève un couteau, on en laisse passer 2, on enlève un autre et ainsi de suite. Parce que si on ne fait pas ça, notre bûche va être débalancée, puis ça va créer de la vibration inutile. À 6 couteaux, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever un couteau sur 2, puis c'est comme ça. Donc, on est présentement en arrière de la machine. On voit ici nos rouleaux craqueurs. On va montrer comment ajuster ça. L'ajustement qu'on parle, c'est l'espacement entre les deux rouleaux qui sont ici. Puis ça dépend toujours de la quantité de maïs qu'on vient rentrer dans la machine. Ça dépend des conditions qu'on a. Puis ce qu'on vient faire pour ajuster, on vient rajouter ou enlever des shims ici. Pour enlever les shims, ce qu'on fait, c'est qu'on vient serrer la vis qui est en haut ici, ce qui va éloigner notre pilot qui est ici. Puis ensuite, on vient rajouter un shim ou en enlever, tout dépendant de l'ajustement qu'on va avoir de plus. Donc, plus serré, ça va être plus haché, puis plus espacé, bien, ça va être moins haché. Puis toujours dans le fonctionnement du rouleau craqueur, on a l'épaisseur des springs ici qui va faire la tension du rouleau. Quand, par exemple, il y a une quantité plus prononcée de maïs qui va rentrer entre les rouleaux ici, bien, ça permet au rouleau du bas de pouvoir descendre puis s'espacer pour laisser passer le stock. Donc, cette épaisseur-là est bien importante de toujours laisser la même d'origine. Donc, toujours dans l'ajustement de la machine, on a la tôle ici qui va servir à couper l'entrée du blower. Donc, quand vous êtes dans le foin, en descendant la tôle plus basse, ça vous permet de souffler plus loin dans vos boîtes en silage. Puis, dans le maïs, on a juste à desserrer les deux vis ici. Puis la tôle ici, on peut la remonter. On peut venir la monter quasiment de 2 pouces dans le maïs. Puis le blower va être capable d'avaler quand même tout le stock. Puis pour compléter, on va faire un petit refresh pour comment ajuster, comment aiguiser les couteaux, je veux dire. Toujours important de s'assurer que le tracteur qui est piné sur la machine est arrêté. On prend le PTO, on vient le monter sur la guire du haut ici, ce qui permet à la bûche de virer dans le sens inverse. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est venir slacker la botte ici. Cette botte-là qui vient servir à serrer la barre de coupe. Ça va nous permettre de l'ajuster une fois les couteaux aiguisés. C'est toujours important d'ajuster la barre à chaque aiguisage de couteau. Ensuite, juste en enlevant le panneau qui est ici, on enlève la tôle qui sert à protéger, dans le fond, à laisser passer le stock dans la machine. On enlève la tôle ici, ce qui nous permet de faire glisser notre pierre qui est ici sur le cylindre. Ensuite, on part le PTO, on le laisse virer au idle. On vient tirer sur la pierre ici en faisant un mouvement de va-et-vient. Puis quand la pierre elle arrive au bout, on donne un coup sec. Ça permet à la pierre de tourner un peu pour pouvoir descendre. Donc pour compléter notre aiguisage de couteau, on vient resserrer les bottes ici, ce qui permet de remonter la barre de coupe
toujours bien important, en serrant un côté, il faut serrer le même nombre de tours l'autre côté, égal. Donc, on vient faire un quart de tour l'autre bord. Puis, quand on commence à entendre la barre de coupe tiquer sur la bûche, parce qu'il faut que la machine soit en marche quand on ajuste ça, on vient la redesserrer d'un quart de tour, puis l'ajustement va être fait. Ensuite, ce qu'on vient faire, on arrête la machine, puis on vient resserrer la barre de coupe ici, les deux bottes qu'on a desserrées préalablement. Donc, c'est comme ça. Donc, en conclusion, pour la longueur de coupe, il faut toujours s'assurer d'aller vérifier dans la boîte en arrière, parce qu'elle peut toujours varier selon les conditions du champ et la quantité de foin qui va rentrer dans la machine. Puis toujours se référer à la charte qu'il y a ici. Puis ça va vous permettre d'avoir le meilleur rendement possible pour votre machine.